Enchantée, merci d'être venu à cette table ronde sur... on va essayer de positiver sur le thème un nouveau cap pour l'hydrogène. Et les nouvelles sont pas forcément toutes au beau fixe, on va dire, mais on en a quand même quelques-unes à vous annoncer. Je suis Aurélie Barbeau, je suis journaliste à l'Usine Nouvelle en charge des questions d'énergie. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Et je remercie nos 4 participants, que je vais rapidement juste vous présenter de nom. François-Xavier Deromeau, qui est directeur commercial d'Elion Hydrogène. Il nous dira qui est Elion, ce que vous faites. Maud L'Enfant, qui est directrice de projet équipement de l'énergie à la direction générale des entreprises, donc à Bercy. Vous êtes Voilà, c'était pas loin pour vous. Alice Vieillefosse, directeur général de Gravity, une start-up de l'acier vert, et Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène, le lobby du secteur hydrogène français. Alors, il faut être honnête, depuis 1 an, après l'euphorie des grands plans hydrogène il y a 5 ans, on a annoncé des milliards d'investissements en France, en Europe, en Allemagne et un peu partout dans le monde. Depuis 1 an, on a beaucoup de signaux négatifs quand même qui se sont accumulés sur la filière, notamment sur le front industriel, chez les équipementiers. Elogen a renoncé à son projet de Gigafactory pour se recentrer sur la production de stack, des équipements. McPhy a dû vendre son projet de Gigafactory au Belge John Cockerill. Sur le front des usages de la mobilité, Renault a dû fermer sa co-entreprise Avia dans les véhicules utilitaires qu'il avait avec l'américain Plug. Le constructeur de bus hydrogène Safra a été mis en redressement judiciaire. Et cerise sur le gâteau, Stellantis a annoncé juste avant l'été qu'il renonçait lui aussi à la construction de véhicules utilitaires à hydrogène, semant le grand doute sur l'avenir de sa filiale de la co-entreprise Symbio, montée avec Michelin notamment, qui produisait et qui produit des piles à combustible pour ce marché. Tout ça, ça fait quand même beaucoup sur le front. On verra peut-être en fin de table ronde qu'il y a aussi un certain nombre de projets qui ont été abandonnés sur le volet production d'hydrogène. La France, d'ailleurs, a publié une version révisée de sa stratégie nationale, revoyant à la baisse ses ambitions de production d'hydrogène bas carbone en France. Et il y a un certain nombre de textes qui sont bloqués dans le domaine de l'énergie, pas spécifiquement hydrogène, mais qui pourraient, qui ralentissent encore le rebond nécessaire à cette filière. Mais on va en parler avec nos intervenants pour essayer de faire un état des lieux de ce qui a été fait quand même, parce qu'en 5 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qui reste à faire, ce qui est bloqué, à débloquer, et puis voir avec nos entrepreneurs un peu comment eux, ils arrivent malgré tout à maintenir l'enthousiasme, à continuer à développer leurs projets qui sont pour certains très ambitieux et bien en ligne avec la nécessité de décarboner nos industries. Mais je vais me tourner d'abord vers vous, Maud L'Enfant. Merci d'être présente. Est-ce que vous, quand même, pouvez nous dire quels sont les dossiers hydrogène qui ont avancé ? Qu'est-ce qu'on a fait en 5 ans qui font que, quand même, tout ne va pas si mal ? Oui, merci Aurélie. Donc pour la direction générale des entreprises, donc nous on est le bras, l'administration à Bercy au ministère de l'Industrie et de l'Énergie, qui accompagne les politiques industrielles, les filières industrielles et qui faisons toute la politique publique pour qu'elles puissent avancer. On travaille main dans la main avec évidemment la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat, et le SGPI pour faire cette stratégie nationale hydrogène. Le SGPI, c'est le secrétariat général pour l'investissement. Donc pour établir cette stratégie nationale en 2020, l'actualiser, comme vous l'avez dit, début 2025, avec un prisme pour nous vraiment sur l'accompagnement de l'offre des équipementiers, à la fois côté électrolyseur ou côté équipementier pour la mobilité, avec l'objectif de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur en fait, des technologies liées à l'hydrogène.
Donc cette stratégie nationale qui a été actualisée en 2025, elle a conservé les mêmes grands objectifs. Le fait de remplacer l'hydrogène fossile dans l'industrie qui est consommé aujourd'hui, le fait de décarboner l'industrie grâce à l'hydrogène, le fait de maîtriser ces chaînes de valeur, comme je l'ai dit, côté équipementier de l'hydrogène, et avec un volet export aussi, dont on pourra reparler après sur nos équipements. Donc ces grands objets n'ont pas changé. Depuis 2020, un certain nombre de projets ont émergé, des grands financements ont été déployés, avec des mécanismes comme les projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, qui sont des dispositifs de financement qui ont accompagné l'émergence de grandes usines, de gigafactories d'électrolyseurs, d'usines de réservoirs, d'usines de piles à combustible, mais aussi des premiers projets de production d'hydrogène. On a le projet de Normandie, fait par Air Liquide, qui est en pleine construction aujourd'hui, avec un début en 2026. Donc ça approche, on a vraiment des projets concrets qui sortent. On a aussi un accompagnement sur l'innovation avec avant un appel à projet briques technologiques qui est maintenant rouvert sous le nom Innovation et démonstration pour l'hydrogène, avec une prochaine relève la semaine prochaine d'ailleurs. Mais donc le financement de l'innovation dans la filière est toujours là, avec d'autres relèves prévues aussi en 2026. Un appel à projet sur ce qui s'appelait les écosystèmes territoriaux, avec l'ambition de développer dans les territoires des écosystèmes, donc comprenant à la fois des stations de recharge, le financement de véhicules, le financement de production d'hydrogène et d'utilisation dans l'industrie, pour qu'il y ait des synergies en fait locales, donc qui a pu accompagner une 50aine de projets dans les régions, mais également le financement de recherche beaucoup plus amont, avec ce qui s'appelle les programmes prioritaires de recherche. Et enfin, on en parlera peut-être plus en détail après, le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné qui s'est lancé fin 2024. Donc on a une vraie dynamique qui s'est lancée, d'autres systèmes qui sont toujours en cours. Et donc la filière continue d'avancer pour nous avec ces mécanismes-là. Donc, ça, c'est pour le côté positif. Il y a une instabilité politique que tout le monde a pu constater. Est-ce qu'il y a des dossiers liés à l'hydrogène, au développement, qui sont bloqués à l'Assemblée ou dans les ministères ? En fait, ce qui va nécessiter un ministre de notre côté, ce sont les décisions de financement, donc le fait de désigner des lauréats, ou alors le lancement de nouveaux dispositifs. Aujourd'hui, les administrations, nous, la DGEC, etc., continuent de travailler. Les projets, les entreprises continuent d'avancer. Et donc, il n'y a rien à très court terme qui est bloqué aujourd'hui. En revanche, il y a un certain nombre de choses qui vont dépendre du budget. Donc voilà, le plan de finances 2026, il va falloir qu'on en ait un pour pouvoir effectivement sur 2026 avancer. Mais à très court terme, on n'a pas de blocage immédiat sur les décisions à prendre. Tout est lancé, les instructions continuent, donc pas de blocage immédiat. Et sur le budget 2026, qu'est-ce qui devrait figurer pour libérer les énergies ? Notamment les vagues suivantes du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène. Si on souhaite lancer des nouvelles vagues de cet appel à projet, il faut des budgets pour le faire. Et ça doit être cranté dans les budgets 2026. Et tous les financements qui étaient prévus dans France 2030 ou pour accompagner les grands projets d'équipement, est-ce que tout a été libéré, tout est cadré, les phases supplémentaires sont financées et il n'y a pas d'inquiétude Alors France 2030 ne dépend pas du budget du PLF 2026, donc c'est des programmes pluriannuels de financement. Donc en fait, les budgets sont engagés au moment de la signature des contrats avec les entreprises. Donc tous les contrats qui sont déjà signés ont des versements tous les ans, mais qui sont déjà engagés par l'État. Donc là, il n'y a pas du tout de blocage avec le budget 2026. Encore une fois, ce qui pourrait arriver, c'est des nouvelles décisions de financement qui seraient retardées à cause de ça. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y a pas de la relève, par exemple, sur la partie R&D dont j'ai parlé, innovation et démonstrateur hydrogène. Elle est cette semaine. Après, il va y avoir quelques mois d'instruction, puis un peu de temps de décision sur les lauréats. Donc, on a largement 4-5 mois devant nous avant de devoir décider des financements. Donc, on a le temps d'avoir un gouvernement d'ici là.
on l'espère. On va rentrer un peu dans un cas concret pour voir un petit peu comment un industriel navigue au milieu de ces aides, de ces blocages. François-Xavier de Remeux, vous faites donc partie des industriels. Vous êtes positionné, vous. Oui, je veux bien que vous. On a pas assez. Merci. Vous êtes positionné, donc vous fabriquez des piles à combustible pour la mobilité lourde. Est-ce que vous pouvez nous présenter Elion et voir comment où vous en êtes du développement de votre activité dans un contexte où il y a beaucoup d'interrogations. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes. Merci Madame Barbeau de nous avoir invités à cette table ronde. Et vous le disiez en introduction, effectivement, certains industriels ont disparu, sont en train de disparaître. Donc Elion est encore là, donc c'est déjà un signal positif pour commencer cette table ronde. Pour ceux qui ne connaissent pas, Elion, c'est un fabricant de piles à combustible qui appartient au groupe Alstom. On appartient à 100% à Alstom. On a été racheté en 2021 par le groupe. Avant ça, on appartenait à Areva et la société a été créée en 2001. Donc ça fait 24 années d'expertise en piles à combustible, ce qui fait d'Elion l'un des plus anciens fabricants de piles à combustible en France. On est basé à Aix-en-Provence, on appartient à un grand groupe, on reste néanmoins une petite société, on a une centaine de collaborateurs, principalement des ingénieurs, des gens passionnés par la technique. Et donc il y a vraiment un fort ADN, je dirais, R&D qui est rémanent chez Elion. Un petit mot quand même sur le gros événement de l'année, c'est qu'on a encore un signal positif, je pense, pour commencer cette table ronde. C'est que certains fabricants de piles à combustible ont disparu, certains également fabricants d'électrolyseurs ont disparu, et nous avons lancé notre nouvelle usine à Aix-en-Provence, c'était au mois de mars de cette année. Donc voilà, encore un signal positif peut-être à évoquer. Et voilà. Oui, juste un mot quand même pour préciser un peu toute votre technologie sur les piles à combustible et où vous en êtes. Alors, vous parlez d'une usine, mais est-ce que vos piles sont déjà embarquées dans les trains d'Alstom ou est-ce qu'ils sont, à quoi elles sont destinées ? Alors, bon, ça fait 25 ans qu'on fait des piles, donc oui, on a des piles qui sont opérationnelles et qui circulent. Pas encore chez Alstom, la boîte a été rachetée en 2021. Il a fallu quand même un certain temps pour développer la nouvelle génération idéale pour Alstom. Donc voilà, ça a été... parce que bon, je vois où vous voulez en venir, Madame Barbeau, peut-être, sur toutes les lectures que vous avez pu avoir sur le train à hydrogène, notamment qui circule en Allemagne. Disclaimer, ce ne sont pas nos piles. Donc la nôtre sortira sera livrée à Alstom en fin d'année et on en est là pour le processus d'industrialisation. Néanmoins, il faut savoir que... Il marche le micro, vous m'entendez ? Il faut savoir que chez Elion, on a une stratégie en fait qui est de, on va dire, démocratiser les usages de piles à combustible. C'est-à-dire qu'on a développé une pile, on va dire, pour le train, qui est spécifique pour le train. Et comme une pile à combustible coûte relativement cher, pour ne pas dire très cher, on essaie de trouver des synergies avec d'autres secteurs. Donc ça va être le maritime, ça va être le minier, ça va être les applications stationnaires. Et l'idée, c'est de développer une sorte de matrioshka à partir de laquelle on va développer un cœur technologique. J'ouvre une parenthèse qui est d'ailleurs fabriqué chez nous. Il faut savoir que tous les fabricants de piles ne fabriquent pas leur cœur technologique. Certains vont l'acheter soit en Asie, soit au Canada. Donc ça, c'est quand même un gros différenciateur d'Elion. Et donc l'idée, c'est de prendre ce cœur technologique et de le dupliquer sur d'autres secteurs pour faire tomber les coûts tout simplement. D'ailleurs, on a livré un projet qui s'appelle le projet Hydromer, qui est un projet maritime, une pile à combustible de 200 kW qui a été livré en région Occitanie. C'était en fin d'année dernière. Voilà. Hydromer, c'était quoi exactement ? Donc c'est une drague. Donc pour tous ceux qui ne sont pas dans le secteur du maritime, une drague, c'est un bateau qui vient justement racler les sables pour laisser en fait l'accès, pour avoir assez de tirant d'eau pour que le bateau puisse accéder au port. Donc voilà, c'est une drague qui vient opérer entre Port-la-Nouvelle, Sète, dans toute la région la région Occitanie. Et voilà, l'idée, c'était de montrer un premier usage maritime décarboné en France de forte puissance, donc 200 kW, et pouvoir économiser jusqu'à 900 tonnes de CO2 par an.
on ne l'avait pas prévu, mais je n'avais pas indiqué de vous la poser, mais est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre bénéficié des mécanismes qui ont été mis en place depuis le lancement de la grande stratégie hydrogène bas carbone française, d'aide de la DGE ou d'autres mécanismes? Alors, tout à l'heure, Maud parlait de l'IP, enfin, j'appelle l'IPCEI en anglais, donc le PIEC. Oui, Alstom a bénéficié de cette aide, et Dieu soit loué. Après, c'est vrai qu'il faut, il faut continuer malheureusement, ce mécanisme de subvention, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour des petits porteurs de projets qui viennent nous voir, souvent, ils ne sont pas au courant de ces mécanismes, souvent, ils n'ont pas accès à l'information. Parfois, on ne va pas se mentir, monter un dossier, enfin, notamment IPCEI, ça reste compliqué. Et voilà, tous les projets hydrogène ne sont pas portés par des gros industriels. La plupart des clients qui viennent nous voir sont plutôt des petits, voire moyens porteurs de projets. Et ces gens-là, souvent, n'ont pas accès à l'information ou ne sont pas forcément, ne savent pas comment, par quel côté commencer. Et des fois, se sentent un petit peu démunis face aux démarches administratives en France et à la lourdeur des dossiers à monter. Du coup, ça vous a permis, c'est de l'aide à l'investissement, hein, on est bien d'accord, c'est tout à fait, du CAPEX, donc c'est l'investissement industriel. Du coup, c'est ce qui vous a permis de financer l'usine d'Aix que pas du tout, tout ça a été financé purement par Alstom. Hein, donc non, pour le développement de la pile, pour le développement de l'usine, nous sommes uniquement appuyés sur notre actionnaire. D'accord, merci beaucoup. On reviendra après sur les questions de compétitivité, je pense, à la fin de la table ronde. On va continuer avec un autre industriel, avec vous, Alice Vieillefosse. Pardon. Alors, vous êtes une start-up et vous avez déjà... j'allais dire une trilogie, c'est pas très joli, mais beaucoup d'industriels qui sont montés à votre capital, dont certains pourraient même être considérés comme des concurrents à votre projet. Qu'est-ce qui attire des industriels chez Gravity ? Alors déjà, en quelques mots, pour présenter Gravity. Donc Gravity, on a été une entreprise qui a été créée en 2022 par un consortium d'industriels pour décarboner l'acier. Donc pourquoi l'acier et pourquoi je fais une table ronde aujourd'hui sur l'hydrogène ? Donc l'acier aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La façon dont c'est produit, en fait, c'est vous prenez du charbon, du minerai de fer, vous faites de la fonte dans des hauts fourneaux et vous obtenez votre acier. Et ensuite, cet acier, il est utilisé dans la vie du quotidien, pour les voitures, pour l'électroménager, pour les rails de train, pour la construction, pour les éoliennes, partout. 1 tonne d'acier, c'est 2 tonnes de CO2 avec le haut fourneau. Ça veut dire qu'on a un enjeu majeur. Si on regarde sur une voiture, c'est à peu près 1 tonne d'acier. 1 tonne d'acier, du coup, la question c'est comment on fait si on a envie d'arriver à se décarboner ? Parce qu'on voit 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, comment fait-on ? Donc ça, c'est la jeunesse de Gravity qui s'est dit, on veut s'attaquer au secteur de l'acier. Et comment on s'attaque au secteur de l'acier ? Parce que finalement, il y a beaucoup d'acteurs existants qui sont très compétents, qui ont beaucoup de R&D et qui veulent investir aujourd'hui. Ils ont tous des projets de décarbonation sur l'acier en passant à des fours à arc électrique. Les fours à arc électrique, ça part du principe assez simple qu'on a de la ferraille à peu près partout. Et la ferraille, en fait, vous pouvez la refondre comme vos billes de chocolat quand vous faites un gâteau au chocolat. Et le but dans ces fours à arc électrique, c'est d'arriver à refaire un acier de bonne qualité. Le problème de la ferraille, si vous voyez un peu la ferraille que vous voyez, c'est qu'elle n'est pas très propre. Et donc, il y a toujours un peu d'impureté. Et quand vous voulez faire des aciers de haute qualité, des aciers plats, que vous ne voulez pas mettre trop d'acier justement pour alléger, pour décarboner, et bien à ce moment-là, vous avez besoin d'un produit intermédiaire. Et ce produit intermédiaire, on appelle ça le fer réduit. C'est en fait du minerai de fer métallique pur, du fer pur, qu'on va rajouter pour mélanger les impuretés de la ferraille. Et donc Gravity, on vient produire ce fer métallique pur et on vient le produire de manière complètement décarbonée en utilisant de l'hydrogène. Donc on prend du minerai de fer, de l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité et d'eau et on fait ce fer qu'on va venir vendre aux sidérurgistes. Donc ça, c'est la raison pourquoi le DRI. Et nous, Gravity, ce qu'on s'est dit, c'est nos clients, ça va être les sidérurgistes. Les sidérurgistes, eux, ils vont rester sur toutes les compétences qu'ils ont
de métallurgie. Donc c'est très compliqué les aciers. Vous n'avez pas un acier en fait, vous avez 100, 200 types d'acier. C'est vraiment un vrai métier. Et nous, on va produire cette commodité intermédiaire et on va venir la produire en France parce qu'en France, on a beaucoup d'électricité décarbonée grâce au nucléaire. Et finalement, arriver à faire fonctionner en base les électrolyseurs, ça a du sens. Et donc c'est pour ça qu'on a ce projet à Fos-sur-Mer. Donc l'idée est partie d'industriels. On a eu ce qu'on appelle la série A, qui est une levée de fonds où on a fait venir de nouveaux industriels à bord, justement en fin mars de cette année. Et ces industriels, ils sont sur la chaîne de valeur, ils viennent apporter une certaine robustesse. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Donc, par exemple, on a Rio Tinto, qui est un minier, donc qui par exemple produisent du minerai de fer. Rio Tinto, on a un contrat de minerai de fer avec eux, parce que c'est intéressant pour eux. Ils ont un intérêt notamment en termes de décarbonation de leur scope 3. Ils veulent en fait arriver à déclencher des projets de décarbonation. Mais ils sont aussi intéressés pour nous aider sur la partie commerciale. Parce qu'à la fin, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on ait des clients et un marché. Et Rio Tinto, ils sont dans le monde entier, ils ont vu des projets dans le monde entier, et ils sont convaincus que Gravity a un business case, et ils sont notre agent commercial, c'est-à-dire qu'ils viennent parfois, je dis, c'est un peu nos chaperons, parce que finalement, on est un petit dans un monde de géants de l'acier, et ils viennent avec nous, justement, dans toutes les discussions commerciales, et ils ont une incitation au résultat complète, parce que vraiment, pour eux, ils sont là en tant qu'actionnaires, en tant qu'aidants pour cette partie commerciale, et aussi sur la partie minerai de fer. On peut aussi citer dans le tour de table Marcegaglia. Marcegaglia, ils ont un projet. Donc Marcegaglia, c'est un aciériste. Et ce qui est assez intéressant sur Marcegaglia, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils transforment l'acier. Et ce qu'ils se sont dit, donc ils connaissent le prix de l'acier. Et ils ont racheté Ascometal à Fos en se disant qu'ils voulaient arriver à remonter la chaîne de valeur et à produire de l'acier en France, justement par four arc électrique. Et le fait qu'il y ait Gravity à côté et qu'il y ait cet apport de DRI juste à côté était un vrai plus aussi pour leur plan d'affaires. Donc, ce qui est assez intéressant pour Gravity, c'est que nous, donc on a évidemment tous les enjeux de l'hydrogène dont on parle, et on a aussi tous les enjeux d'acier dont on parle en ce moment. Vous devez lire la presse. Et l'acier, c'est une commodité internationale. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment les enjeux clés pour arriver à faire fonctionner d'un point de vue commercial. Et aujourd'hui, on voit que nos clients, ils ont un intérêt pour le produit qui est évident. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un enjeu évidemment de compétitivité, un enjeu de décarbonation et un enjeu aussi de sécurité d'approvisionnement. Parce que cette commodité, en fait, vous n'avez pas du DRI marchand qui est disponible dans des très grandes quantités aujourd'hui. Concrètement, ArcelorMittal aussi et de la partie, non ? Non, alors ArcelorMittal, ils ne sont pas dans notre capitale. Voilà. C'est notre voisin, ils sont en face. On a un site industriel où ils sont juste en face. Non, on a aussi sidérurgistes, on a Marcegaglia et on a également Forvia qui était dans les membres fondateurs. Forvia, eux, ils font des sièges et ils ont beaucoup d'ossature en acier. Donc Forvia, ça fait partie de ce que nous on appelle, c'est les clients de nos clients. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont un vrai intérêt. Eux, ils se disent, en fait, moi, j'achète de l'acier tous les jours. Moi, je veux me décarboner. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, quand je vais voir mon aciériste, il me dit qu'il aimerait bien décarboner, mais il n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas de DRI. Et du coup, c'est un peu la poule et l'œuf, parce que moi, je veux un acier de haute qualité. Donc, en fait, Forvia, c'est pour ça qu'initialement, ils sont venus, et ils sont toujours au capital de Gravity. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le vrai sujet aussi. C'est les clients, nos clients avec qui on discute aussi beaucoup, qui veulent justement avoir cette visibilité sur une denrée, l'acier, qui est une commodité, mais pas que. Parce que l'acier, en fait, on en a besoin et on a besoin d'avoir une certaine sécurité aussi d'approvisionnement dessus. Alors, vous parlez au présent, on a l'impression que ça existe déjà, mais en fait, où en est ce projet ? Voilà, alors on est évidemment, c'est que, entre guillemets, le début pour un projet de notre envergure. Donc on a eu cette première phase sur la levée de fonds qui est essentielle parce qu'elle va nous permettre de financer la société jusqu'à la décision d'investissement. Donc l'objectif, c'est vraiment à la fin d'année 2026 d'avoir sécurisé les financements nécessaires pour construire l'usine. Et donc, du coup, nous, on a la chance de découvrir aussi qu'est-ce que ça implique la réindustrialisation au quotidien en France. Donc on est en train de préparer le dépôt de permis. Donc pour ça, en fait, vous avez besoin d'avoir fait un certain nombre d'études d'ingénierie pour montrer les impacts de votre projet, les risques, comment on va traiter tous les risques industriels, comment vous traitez les enjeux environnementaux, comment on traite l'eau aussi, parce que pour faire de l'hydrogène, on a besoin d'eau. Et l'eau, c'est une ressource rare, donc comment on fait pour l'optimiser ?
On travaille sur tous les enjeux d'approvisionnement, donc l'électricité, avoir les contrats d'électricité, avoir les contrats de minerais de fer et d'eau. Évidemment, avoir, et ça c'est le plus essentiel, avoir les contrats commerciaux. Parce qu'à la fin, on ne va pas juste avoir une usine qui fonctionne, mais on n'a pas de marché. À la fin, ce qui est important et sur lequel on passe beaucoup de temps, c'est évidemment la partie commerciale. Donc Marcegaglia, localement, a évidemment publiquement indiqué que évidemment la raison de leur implantation, c'était aussi Gravity. Et nous, depuis le début, on n'est pas dépendant que d'un seul client, parce que c'est pas bon d'avoir une interdépendance, ça ne fonctionnera pas en business plan. Donc, on est en discussion avec un certain nombre de sidérurgistes en France, en Europe, pour arriver justement à faire émerger ce DRI, et pour lesquels on est convaincu que c'est une commodité dont on aura besoin dans les années à venir. Alors, on peut avoir quand même quelques ordres de grandeur, le montant de l'investissement prévu, la taille de l'usine, la puissance d'électrolyse. Et puis moi, j'avais une question aussi, c'est pourquoi est-ce que vous décidez de produire votre propre hydrogène et pas de confier cette production à des professionnels des gaz renouvelables, ou moins d'ailleurs, mais voilà, ou des gaz de l'air? Alors, quelques chiffres clés. Donc, en fait, nous, la capacité de l'usine, c'est 2 millions de tonnes de DRI. Pourquoi 2 millions de tonnes? Parce qu'en fait, on va se baser, nous, que sur des technologies existantes. Parce qu'on a un projet d'envergure. On ne peut pas être dans des choses qui ne sont pas complètement certaines, parce que sinon, les financeurs ne viendront pas. Donc 2 millions de tonnes, c'est l'unité de base, parce qu'en fait, la technologie de DRI, aujourd'hui, elle existe, elle est éprouvée, mais elle fonctionne au gaz naturel, qui est ensuite transformé en hydrogène. Donc 2 millions de tonnes, pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement le monde de l'acier, c'est à peu près on consomme en France entre 10 et 14 millions de tonnes d'acier. Donc vous voyez qu'à l'horizon 2050, les projections disent qu'il faut entre 2 et 3 Gravity en France en 2050 pour se décarboner. Ensuite, pour alimenter ces 2 millions de tonnes, on a besoin de 700 mégawatts d'électrolyse, ce qui fait qu'on serait le plus grand projet d'électrolyse en France, un des plus grands en Europe. Et ça vient vraiment en fait, de ce dimensionnement aussi des 2 millions de tonnes. Donc pour ça, on a besoin d'un terrain qui fait 74 hectares. 74 hectares, on ne se rend pas compte même quand on est dessus. La dernière fois, mon directeur de projet m'a dit, en fait, c'est la taille de Pompéi, notre site. Et c'est que c'est quand on faisait notre layout où là, du coup, on se disait, mais alors comment les ouvriers vont se déplacer? Mais en fait, il faut 20 minutes pour traverser à pied notre usine. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir pour mettre des solutions par vélo. Mais donc, ça fait partie, en fait, on ne se rend pas compte de l'empreinte que ça peut avoir. Et pourtant, on est très, très, très compact. Il y a d'autres projets. Il y a un projet en Suède qui est en cours de construction. Il fait 150 hectares, lui, juste sur notre partie DRI hydrogène. Parce qu'ils ont une autre brique, mais qui est encore plus grande. Donc, c'est quand même des grands projets. Et donc, ça fait un investissement de 2,5 milliards. Et pourquoi l'hydrogène? En fait, l'hydrogène, nous, on voit que c'est un marché émergent et on a 2,5 milliards à lever. Donc, si on dépend d'un autre projet qui doit être fait, déjà, on a un enjeu un peu d'interdépendance. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un, alors, je dois lever 2 milliards, mais je dois attendre qu'il y ait un autre projet qui se fasse et on va réussir à aligner, alors qu'on n'a pas les mêmes centres de décision, la timeline. Et honnêtement, ça, on s'est dit, bon, déjà, ça ne va pas nous aider. Donc, première raison. Deuxième raison, une raison juste d'économie circulaire. C'est qu'en fait, qui dit hydrogène, dit aussi, en fait, eau. Et l'eau, moi, j'en ai besoin pour alimenter mes électrolyseurs. Et qu'est-ce qui se passe dans mon opération de réduction? En fait, le minerai de fer, on prend le minerai de fer. Le minerai de fer, c'est du fer et de l'oxygène. Et j'ai mes atomes d'hydrogène qui vont être d'oxygène, pardon, qui vont être arrachés par mes atomes d'hydrogène. Et j'ai de l'eau qui sort. Donc mon eau, je la récupère et je peux venir la réutiliser. Donc ce qui veut dire que comme ça, j'arrive à avoir une certaine boucle vertueuse qui se passe. Bon, je vous passe tous les détails techniques, etc. Mais il y a plein d'optimisations localement du fait d'avoir les deux, en termes d'optimisation aussi. Et donc finalement, nous, on vient juste changer la chaîne de valeur, parce que finalement, il y a des acteurs qui font acier et DRI, mais ils ne font pas l'hydrogène. Ils achètent tous à ce moment-là l'hydrogène. Nous, on fait DRI et hydrogène. Donc, on change juste un peu la chaîne de valeur sur des secteurs qui n'existaient pas vraiment aujourd'hui en Europe. Alors, très rapidement, juste, est-ce que, du coup, vous pouvez bénéficier d'aides, notamment d'aides à la production d'hydrogène et des levées qui ont été lancées donc, à la fin 2024, et il y a plusieurs levées qui sont annoncées? Alors moi, parfois, je dis que Gravity, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, parce qu'on est très gros. Donc finalement, on ne rentre pas vraiment dans les cases.
Donc le mécanisme de production et tous les mécanismes, évidemment, on les regarde. On a d'ailleurs bénéficié, sur notre première partie de développement, on a bénéficié de France 2030 avec Première Usine. Et sur la partie hydrogène, aujourd'hui, donc le mécanisme de production hydrogène, il limite à 100 MW la capacité sur laquelle on peut... évidemment, c'est un mécanisme qu'on regarde avec attention. Mais qui est pas, dont les critères sont pas complètement cohérents entre guillemets avec la taille de Gravity. Donc voilà, nous on regarde évidemment comment notre enjeu, c'est d'arriver à avoir un business plan qui vole de la manière la plus efficace et avec le moins d'argent public possible, sachant qu'à la fin, l'acier, c'est de l'énergie et un prix du CO2. Donc en fait, c'est juste une comparaison du gaz naturel, du charbon, de l'électricité et du CO2. C'est tout, en fait, parce que vous avez un sous-jacent qui est le même. Et là, après, c'est aussi des enjeux, par contre, et nous, c'est ce qu'on voit, l'incertitude politique aujourd'hui est absolument pas aidante quand même pour des projets comme le nôtre, parce que nous, on a quand même aussi des industriels qui sont nos actionnaires qui ne sont pas français. Déjà, pour les Français, je pense qu'à titre individuel, on n'est pas tous complètement sereins sur les perspectives. Mais en tant qu'investisseur étranger, ce n'est pas du tout rassurant sur les suites. D'accord. On va s'arrêter là sur le sujet, puis essayer de rester concret. On ira sur les leviers pour débloquer les situations à la fin. Je veux bien juste revenir avec vous, Maud L'Enfant, sur ce mécanisme de soutien à la production, parce qu'on a quand même annoncé dans le plan, la stratégie française, au départ, on avait 7 milliards, plus 2, on est monté à 9 milliards. Sur les 9 milliards, normalement, il y a 4 milliards qui sont une enveloppe d'aide à la production. Alors, c'est quoi ce mécanisme, très rapidement et puis derrière, pourquoi est-ce que tous les industriels n'en profitent pas, et notamment les raffineries qui sont aujourd'hui le premier utilisateur d'hydrogène en France, et qui, pour certains, sont aussi les premiers acheteurs d'hydrogène bas carbone du monde d'Europe. Alors peut-être juste sur ce mécanisme, donc la première vague, donc il y a effectivement 4 milliards qui sont annoncés pour financer au total 1 gigawatt de capacité d'électrolyse. Donc il y a eu une première vague lancée en 2024 sur 200 mégawatts, avec effectivement un plafond à 100 dont l'objectif était simplement d'avoir au moins 2 lauréats en fait dans cette vague-là. Donc les premiers dossiers ont été reçus au printemps. Il y a eu un dialogue concurrentiel qui s'est déroulé cet été afin d'avoir le plus de détails possible sur à la fois les business plans, les contraintes techniques, le plus de détails possible sur les projets qui souhaitaient candidater pour faire le cahier des charges le plus adapté, qui est finalisé en ce moment et qui permettra un dépôt des offres finales cet automne. D'accord. Mais là, on ne parle pas de subvention à l'investissement, mais de soutien à la production. Voilà, c'est un soutien sur 15 ans sur lesquels les industriels bident, font des enchères en demandant, moi j'ai besoin pour que mon projet vole de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros du kilo d'hydrogène pour que mon projet puisse sortir. Et donc c'est des enchères. Ceux qui demandent le moins seront lauréats. Ça va être classé en majorité avec un critère prix. Il y a aussi des critères hors prix qui peuvent être mis. Mais ça fonctionne comme ça. Et le but, c'est effectivement qu'ils touchent après cette subvention au kilo d'hydrogène produit dans la durée de fonctionnement du projet. Et alors, pourquoi les raffineries ne bénéficient pas ? Alors, sur les raffineries, donc le but, c'est de ne pas doubler les financements ou les aides sur les projets. Les raffineries pourront bénéficier de ce qui s'appelle aujourd'hui la TIRUERT, la taxe d'incitation à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, et ce qui s'appellera demain l'IRIC, l'incitation à la réduction de l'intensité carbone dans les carburants. Donc cette incitation, elle vise donc à décarboner le transport. Les raffineries pourront en bénéficier. Et donc le but, c'est de ne pas aussi donner des financements publics aux raffineries pour ne pas doubler les aides. Et donc on se dédie uniquement à l'industrie hors raffinerie dans ce mécanisme de soutien à la production d'hydrogène. Tout ce qui peut bénéficier de l'IRIC
est exclu du mécanisme de soutien. Alors justement, le passage de la Tiruette à l'IRIC, c'était inscrit dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE 3, voilà, qui est bloqué, dont le décret de signature est bloqué pour des raisons de chantage politique, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est du coup la non-publication de ce décret bloque la transposition de l'IRIC parce que je crois que c'est une transposition voilà, aussi. Exactement. Donc l'IRIC, c'est en fait la transposition d'une directive européenne qui s'appelle RED 3, Renewable Energy Directive, qui impose de décarboner les transports avec un certain taux d'intensité carbone qui diminue, aussi un taux d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. Donc l'IRIC, c'est la transposition d'une directive européenne. On ne dépend pas du tout de la PPE 3 pour le faire. C'est des calendriers tout à fait disjoints. La PPE 3, elle va fixer des cibles en termes d'électrolyse installée, ce genre de choses, mais qui sont finalement les mêmes que dans la stratégie nationale annoncée. Donc la PPE 3 n'impacte pas directement, en tout cas, tous ces projets de texte et de mécanismes de soutien. Voilà, pour l'instant, pas d'impact sur la non-publication de la PPE 3 qui, elle, a beaucoup plus d'impact sur d'autres types d'énergie, les énergies renouvelables, etc. Mais sur l'hydrogène, pas tellement. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces précisions. Oui. C'est un peu technique. Un complément sur l'IRIC, peut-être le grand changement par rapport à la Tiruerte, c'est qu'on a voulu donner de la visibilité aux industriels avec un système qui est prévisible jusqu'à 2035, ce qui n'était pas le cas de la Tiruerte, donc la taxe qui était avant, qui devait être renouvelée tous les ans. Et donc ça empêchait finalement cette visibilité et la décision d'investissement pour des projets, notamment les projets de production d'hydrogène dans les raffineries. Finalement, cette visibilité à 10 ans, on l'espère, permettra de déclencher ces investissements et de pouvoir compter en fait sur le bénéfice de l'hydrogène dans ma production de carburant. Alors concrètement, du coup, la mise en place de l'IRIC, c'est pour quand ? Alors donc là sur l'IRIC, on a fait une consultation en mai. Enfin, c'est d'ailleurs plutôt opéré par la DGEC, mais donc une consultation a été faite en mai. On a reçu énormément de retours et d'ailleurs la filière hydrogène s'est beaucoup mobilisée parce que l'IRIC c'est plus large, c'est l'ensemble des carburants, c'est pas que l'hydrogène. Donc on a eu plus de 100 retours à cette consultation. Il y a un webinaire d'explication des retours et des modifications qui sont prévus. Qui est prévu pour le 7 octobre, organisé par la DGEC. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous y connecter. Et le but, c'est évidemment, suite à ce webinaire, de pouvoir finaliser le projet et de le mettre en vigueur dès que possible, probablement en 2026 ou tout début 2027. Bon, donc c'est relativement rapide, même si c'est pas pour tout de suite. Merci encore pour ces éclairages et ces précisions. Christelle Verquin, on essaye de positiver, mais j'ai fait la liste des mauvaises nouvelles de l'année passée. Malgré les grandes ambitions, comment est-ce qu'on peut expliquer cette succession de mauvaises nouvelles dans la filière ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on peut expliquer beaucoup de choses et je vais y venir, mais je voudrais quand même relayer un peu le message positif qui a été passé. On voit qu'il y a quand même des projets qui avancent, il y a des usines qui ont ouvert leurs portes, il y a des projets qui se développent, il y a des taxis à hydrogène qui roulent à Paris, il y a des bus, il y a des infrastructures dont les sociétés de projets se mettent en place. Voilà, il n'y a pas rien. Il y a des projets français qui se développent à l'international, à l'export aussi. Donc voilà, tout n'est pas complètement catastrophique. Alors, ce qui est vrai, et ça a été dit, c'est qu'en fait, ça va un peu moins vite que ce qu'on espérait. Et effectivement, il y a eu cette grande stratégie hydrogène annoncée en 2020. La France était dans le peloton de tête, avec 9 milliards d'euros d'argent public annoncé. Et c'est vrai qu'on était prêt à aller vite, et c'est vrai que ça va moins vite que prévu. Alors le constat des projets qui mettent du temps à se mettre en place, voire qui s'annulent, c'est un constat qui est partagé partout en Europe et dans le monde, pas seulement en France. Et en France, je peux expliquer pour le reste du monde, mais en France, en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui expliquent les difficultés auxquelles la filière fait face. Alors il y en a certains qui ont été évoqués, déjà l'instabilité politique, qui n'est pas uniquement là cette année, c'était aussi déjà le cas l'année dernière. C'est évident que ça crée un cadre un peu d'incertitude pour les investissements. Ça, c'est une première chose. L'autre gros sujet qui est constaté, c'est la difficulté à faire émerger la demande pour cet hydrogène renouvelable ou bas carbone qui est, comme ça a été dit, et c'est évident, plus onéreux que l'hydrogène d'origine fossile,
qui étaient utilisés jusqu'à présent dans les industries, raffinage, chimie, etc. traditionnelles. Donc cette décarbonation, elle coûte cher et les marchés visés par la production de cet hydrogène propre ont des difficultés à l'acheter, soit parce que ce sont des secteurs qui sont directement pris dans la concurrence internationale, soit parce que il y a un temps de mise en place du projet qui est compliqué. Et ce temps de mise en place du projet compliqué, il tient également au cadre institutionnel et réglementaire français, mais aussi en Europe, qui est long, compliqué à mettre en place. Bon, je rentrerai dans le détail si vous le souhaitez. Et puis enfin, il faut quand même le dire, l'argent public annoncé met du temps à arriver. Les projets sont compliqués à monter, l'argent public met du temps à arriver. C'est-à-dire que sur les 9 milliards annoncés en 2020, il est vrai que le mécanisme de soutien à la production, là, va commencer à être mis en place en 2026. Donc, c'est un peu long. Vous avez une idée de combien sur les 9 milliards annoncés d'aides ont déjà été débloqués sur la filière en France? Oui, alors il y a des opérateurs comme l'ADEME qui ont débloqué un certain nombre de montants très importants sur des appels à projets. On a mentionné briques technologiques et démonstrateurs, sur également les écosystèmes territoriaux qui étaient un des gros enjeux du développement de l'hydrogène en France. Il y a eu de mémoire 375 millions d'euros mis sur la table, donc c'est non négligeable. Sur les PIEC, les objets technologiques, enfin il y a eu différentes vagues, il y a eu beaucoup d'investissements. Sur les 2 premières vagues, je crois que c'était 2 milliards d'euros d'argent public pour 4 milliards. Les PIEC, au total, c'est plus de 3 milliards engagés. Tout n'est pas versé aux entreprises, mais tout est signé dans des contrats de financement. En fait, il y a quasiment plus de 4 milliards qui sont déjà engagés et déployés. Et j'ajoute qu'il y a eu un programme prioritaire de recherche à hauteur de 80 millions, ce qui était aussi non négligeable. Donc effectivement, il y a une partie de l'argent qui a été libérée, mais le gros dispositif de mécanisme de soutien à la production pour compenser le surcoût de production de cet hydrogène renouvelable et bas carbone est en train d'arriver et se met en place longuement. Donc, Lors d'une table ronde la semaine dernière à Bercy sur l'hydrogène renouvelable, je ne sais pas s'il est toujours renouvelable, mais en tout cas bas carbone, c'était le président d'un industriel, Yara France, pour ne pas le citer, rappelait qu'il y avait un nouvel invité dans l'équation qui n'était pas vraiment prévu. En tout cas, c'est le retour du gaz pas cher, durablement, et qui complexifie du coup la quête de rentabilité de l'hydrogène bas carbone. Alors comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui porte encore la filière? Comment est-ce que l'hydrogène bas carbone peut se réaffirmer en plus dans un contexte où les politiques de décarbonation sont un petit peu passent au second plan d'autres politiques? Quels sont ces arguments? Alors, il y a beaucoup de choses qui portent encore la filière. Et lors de la même conférence, avant le président d'Yara France, il y avait le directeur général des entreprises à Bercy qui a rappelé, et c'est un peu plein d'études qui continuent à abonder dans le même sens, selon lequel c'est pas l'hydrogène qui va faire toute la transition énergétique. En effet, en revanche, il n'y aura pas de transition énergétique sans hydrogène. Et de l'avis à peu près général, environ 13% de la consommation d'énergie finale sera de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. C'est toute la partie difficile à décarboner autrement que après, une fois qu'on a fait de la sobriété, de l'efficacité énergétique, qu'on est passé sur l'électrification directe. Voilà, il y a une part dans un grand nombre de secteurs pour lesquels il n'y a pas d'autre solution. Donc déjà, cette confiance-là, si on continue à aller vers la neutralité carbone à 2050, continue d'être tout à fait valable. Après, la France en particulier a un certain nombre d'atouts. D'abord, il y a une recherche d'excellence, il y a des acteurs positionnés sur toute la chaîne de valeur, des manufacturiers, des intégrateurs, des grands développeurs de projets, des grands énergéticiens qui sont engagés. Donc on a vraiment une chaîne de valeur assez complexe, assez complète plutôt. Et on a, ça a été dit tout à l'heure par Alice, un mix électrique déjà décarboné, ce qui fait qu'on a un avantage compétitif en France à faire de la production d'hydrogène par électrolyse avec cette électricité déjà décarbonée. Ensuite, qu'est-ce qui porte encore la filière? C'est une réglementation qui est parfois contraignante. Il faut savoir que les secteurs aériens et maritimes doivent décarboner également leurs émissions. C'est très ambitieux et autant dans le maritime, on dépend de l'international et
Et donc la réglementation n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire aussi favorable pour l'hydrogène. En revanche, dans l'aérien, on a un règlement européen qui impose des quotas d'incorporation de e-kérosène, de e-SAF. Et il faut savoir que ces molécules de synthèse pour l'aérien, type le e-kérosène, ou d'autres molécules de synthèse, type le e-méthanol ou l'ammoniac, sont fabriquées à partir d'hydrogène, renouvelable ou bas carbone. Et donc c'est ces molécules-là qui constituent aussi un vrai enjeu pour la filière hydrogène, puisqu'on a en France un nombre important, c'est le plus grand portefeuille de projets en Europe de production de molécules de synthèse. On a des développeurs de projets très engagés là-dessus, et donc avec des débouchés potentiels qu'on imagine dans la filière aéro ou maritime. Et puis enfin, qu'est-ce qui porte la filière hydrogène? Voilà, c'est des chaînes de valeur qui sont revisitées. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Alice sur la chaîne de valeur de l'acier et comment on peut justement aider la sidérurgie européenne ou française à se réinventer un petit peu à partir d'acteurs comme Gravity, ou dans les engrais. On est en France une grande puissance agricole et on importe quand même 75% de l'ammoniac destiné à nos engrais. Il y a des acteurs de l'hydrogène qui veulent faire de l'ammoniac vert type Fertigy, qui est un projet dans le nord de la France, enfin dans la Somme. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui portent la filière hydrogène. Alors, la stratégie française pour décarboner l'industrie, notamment, visait à une production d'hydrogène bas carbone au sein de hubs industriels, donc au plus proche des utilisateurs. Et pour autant, on a bien vu quand même dans la stratégie révisée qu'a été réintroduit l'idée qu'il fallait quand même construire quelques infrastructures dédiées, ne serait-ce que de stockage et puis surtout de ce transport. Donc on a vu émerger l'idée qu'il allait falloir au moins 500 km de canalisation en France. Et je ne parle pas des grands corridors pour monter de l'hydrogène du sud de l'Europe vers nos voisins allemands qui en ont plus besoin de nous pour décarboner leur électricité notamment. Mais vous dites que 500 km, ce n'est pas assez de canalisation. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, c'est vrai que l'idée de décarboner par grands écosystèmes territoriaux, ça a du sens. On voit dans des zones industrielles ou portuaires comme Fos par exemple, ou Dunkerque dans le Nord, ça a du sens. En revanche, le sujet des infrastructures, son enjeu, c'est la planification et la visibilité. C'est des grosses infrastructures, ça met beaucoup de temps à être rentabilisé, mais voilà, il faut donner de la visibilité à des acteurs industriels qui sont les consommateurs d'hydrogène, qui ont besoin, pour certains, d'être approvisionnés non-stop. Donc en fait, le fait d'être relié à des réseaux de transport ou de distribution, c'est très important. Et c'est aussi dans le montage de projets une façon de dérisquer les projets que de rassurer les consommateurs de cet hydrogène et les développeurs de projets de savoir qu'ils pourront achalander éventuellement plusieurs types de clients différents grâce à ces infrastructures. Donc dans le montage de projet, la logistique associée à l'hydrogène, elle est très importante et elle va au-delà de simplement de la zone dans les petits écosystèmes, dans les écosystèmes. Vous l'avez mentionné, il y a un enjeu de plaque européenne autour de la logistique de l'hydrogène. On a 5 régions françaises qui justement soutiennent le projet qui s'appelle Hyphen, de grande infrastructure qui va de Marseille jusqu'à la frontière allemande, jusqu'en Allemagne. Dont on a également Barcelone-Marseille, ce Barmar qui a créé sa société. Et donc voilà, ça, il faut le planifier et c'est longtemps en avance et c'est plus que 500 km. Et j'ajoute que dans la stratégie révisée, on n'a pas vu un des enjeux, un des corridors dans le sud-ouest avec un projet qui est identifié par un des gaziers qui s'appelle Terega, le projet s'appelle ISO. Voilà, donc ça nous semblait être largement insuffisant pour ces perspectives. Et un dernier point qui est plutôt de moyen terme, mais l'électrolyseur a un intérêt aussi dans sa capacité à soutirer l'électricité du réseau en produisant de l'hydrogène et donc d'être flexible, dans son fonctionnement, ce qui fait que ça peut soulager le réseau électrique. Et cet enjeu de flexibilité-là, en fait, il a besoin d'être considéré quand on pense à
à ce que constitue l'électrification dans des zones. Oui, il faut prévoir un peu de stockage pour pouvoir utiliser l'électricité quand on en a trop ou pas cher pour produire de l'hydrogène, parce que la part de l'électricité dans le coût de l'hydrogène est très importante. Alors, je ne sais pas combien vous l'évaluez, mais on va peut-être en parler juste sur la dernière partie de cette table ronde. Et donc, il faut aussi des tuyaux, mais aussi des stockages. Et il y a une expérimentation dans une cavité saline, tant que je sache, qui apparemment est plutôt très prometteuse. Oui, il y a des lieux de stockage qui sont identifiés, il y a des expérimentations. Alors, vous faites peut-être référence à Étré, la cavité saline exploitée par Storengy, mais voilà, oui, les infrastructures, c'est transport, stockage et distribution, c'est fondamental. Alors, on arrive justement au dernier sujet que je voulais aborder, celui du coup de la production d'hydrogène. Alors, le verre à moitié plein, voire même très plein, la Hydrogène Council, qui est donc le grand rassemblement de tous les acteurs de l'hydrogène bas carbone dans le monde, a annoncé il y a quelques jours environ 100 milliards de dollars d'investissement, en tout cas de décisions d'investissement ou de projets en construction, voire en service. C'est beaucoup. Mais bon, sur tous les projets annulés, il y en avait plus de 1700, je crois, il y en a quand même un certain nombre qui commencent à s'annuler. C'est des données qui ont été confirmées dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui pointe, certes, qui appelle à avancer sur les réglementations, donner de la visibilité aux acteurs sur les infrastructures notamment, mais aussi qui pointe les problèmes de compétitivité de l'hydrogène décarboné qui reste très cher. Donc à part en Chine où apparemment ils arrivent à descendre les coûts de production, possiblement en Arabie Saoudite où les coûts de production aussi sont annoncés assez bas. C'est pas le cas ailleurs, c'est pas le cas chez nous en tout cas pour l'instant. Les coûts sont vraiment 3 à 4, 5 fois plus cher que l'hydrogène à base de gaz, pardon. Et en France, à part le grand projet, les petits projets de Life, mais qui sont modestes, mais qui ont le mérite d'exister, de se développer en France et puis à l'international. Celui d'Air Liquide, alors c'est 200 mégawatts, c'est ça. Comparé à vous, c'est 800, donc c'est 700, bon, c'est presque... Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on voit venir. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France, du coup, décroche pas et en termes, notamment sur le volet compétitivité de l'hydrogène, proposer chacun à votre tour de donner donner un peu d'espoir, ou en tout cas des leviers d'action à votre niveau ou sur l'écosystème qui permettraient de rendre cet hydrogène plus compétitif, surtout face à un gaz qui s'annonce durablement pas cher. Oui, vous l'avez dit, je crois que c'est tout à fait l'enjeu, c'est le prix de la molécule. D'ailleurs, avant de commencer la table ronde, il y a un monsieur qui nous a interpellés en nous disant nous rappelant que l'hydrogène coûtait beaucoup plus cher que le kérosène, et c'est effectivement l'un des points bloquants aujourd'hui auxquels on fait face. Aujourd'hui, le prix de la molécule hydrogène, il est lié à 3 facteurs. C'est la production, le transport et le stockage. Chez Elion, on est des consommateurs, je dirais, on est des petits consommateurs. On consomme à peu près 2 trailers par semaine de 300 kg chacun. Et grâce à ces rotations qu'on arrive à assurer, le prix de la molécule qu'on arrive à toucher, c'est à peu près 12 € du kilo. 12 € du kilo, quand j'en parle à des clients qui cherchent à faire porter leur projet, eux ils me disent mais c'est incroyable, moi la molécule je la touche entre 20 et 30 € du kilo, ce qui fait qu'aujourd'hui les business cases ne volent pas. Et on a lancé des études. Aujourd'hui, il se trouve que pour que les projets hydrogène avec des piles à combustible fonctionnent et soient plus compétitifs par rapport à des groupes diesel, il faudrait que la molécule soit aux alentours de 5-6 € du kilo, livrée. Je dis pas, parce que souvent on parle du prix de molécule, on oublie de dire qu'elle est produite mais pas livrée, quoi. Et donc au final, ce que vous payez, c'est celle qui est livrée. Donc voilà, l'ordre d'idée, c'est plutôt dans les 7 € du kilo. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc après, il y a des signaux qui sont positifs, qui viennent. Tout à l'heure, on parlait de Barmar. Donc voilà, des pays aujourd'hui comme l'Espagne ou encore le Maroc qui annoncent des prix plus compétitifs. Et voilà, aujourd'hui,
pour résoudre le problème, il faudrait vraiment qu'on arrive à ces prix-là. Du moins pour que les piles à combustible sur des applications stationnaires soient plus compétitives, il faudrait qu'on soit dans cet ordre d'idée. Mot de l'enfant, alors, je ne sais pas si dans votre position, vous pouvez vraiment intervenir sur ces questions. Si, parce que je pense qu'il y a énormément de leviers pour faire diminuer le prix de l'hydrogène. Nous, on travaille sur plusieurs, je ne serai peut-être pas exhaustive, mais déjà avec l'innovation, augmenter aussi les rendements et donc diminuer le CAPEX des infrastructures qui vont produire l'hydrogène. Et c'est tout l'objet des gigafactories d'électrolyseurs qu'on subventionne aujourd'hui, qui avaient toute une phase de R&D en amont. Et c'est ça qui fait aussi que ça prend du temps. C'est que cette technologie qui a été initiée en 2020 ou parfois avant avec l'historique des entreprises existantes, mais elle met du temps à se développer, elle met du temps à se fiabiliser. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces entreprises françaises n'étaient pas prêtes à faire des très gros projets, des très gros démonstrateurs avant cette année ou même peut-être l'année prochaine. On a aussi des gigafactories qui sont positionnées sur des technologies du futur, les technologies à haute température ou les technologies AEM avec Genie ou Genvia par exemple, qui aujourd'hui n'ont pas de produits commercialisés. Il faut encore quelques années avant de pouvoir le faire. Donc tout ça, ça va promettre des meilleurs rendements et donc moins d'électricité consommée pour autant d'hydrogène produit. On travaille aussi sur le prix de l'énergie, sur le prix de l'électricité en entrée avec des contrats d'approvisionnement en énergie nucléaire. On essaye d'avoir des contrats qui soient le plus raisonnables possible. Il faut qu'on arrive à sécuriser cet approvisionnement en électricité. Il y a les aides publiques, mais le but, c'est évidemment, ces aides, elles servent à lancer les premiers projets, mais à terme, il faut avoir des perspectives pour que ça soit rentable. Et c'est en faisant tourner ces premiers projets qu'on va fiabiliser les modèles et qu'on va mieux comprendre aussi comment ça va fonctionner. Et donc, Normandie, premier projet, va nous en apprendre beaucoup, on l'espère. Voilà, et ensuite, donc on parle aussi de tous ces pays, Arabie Saoudite, Maroc, etc. Ça représente une opportunité formidable, encore une fois, pour nos fabricants d'équipements qui vont pouvoir exporter dans ces pays-là, qui sont bien positionnés parfois dans les discussions. Donc, on espère que ça représente aussi un gros marché pour ces usines qui sont présentes en France, avec une technologie vue comme meilleure, plus performante, avec des meilleurs rendements. Merci beaucoup. Alors, on a presque atteint notre temps, mais on va quand même vous faire écouter vos leviers d'action à DigiFoss pour voilà. Alors, je vais faire court. Je pense qu'il ne faut pas confondre coût et prix déjà, parce que c'est un point vraiment important. Souvent, on parle de coût, mais il faut bien considérer le transport ou pas. Et à la fin, le coût des énergies fossiles n'est pas le prix non plus des énergies fossiles. Et je pense que la guerre en Russie a bien rappelé ces enjeux-là, y compris sur les énergies fossiles. Pour être synthétique, pour moi, il y a 3 leviers principaux. Le premier, c'est la visibilité sur la décarbonation. Soyons honnêtes, si jamais on pense qu'il n'y a pas de décarbonation, en fait, arrêtons de faire de l'hydrogène. Évidemment que les énergies fossiles, du coup, s'il n'y a pas de prix du carbone, les énergies fossiles resteront plus compétitives aujourd'hui. Donc pour moi, il y a un vrai sujet, et ça, c'est un signal politique très fort. C'est la décarbonation, évidemment qu'il faut le faire. La décarbonation, elle a un coût, de toute manière, d'inaction qui va être majeur, parce que sinon, en fait, ça va être des mesures importantes d'adaptation qui vont être délirantes à mener. Donc, on a besoin d'avoir cette visibilité sur la décarbonation. Le deuxième levier, c'est l'électricité. Et l'électricité, la beauté de l'électricité décarbonée, c'est que ce n'est pas des OPEX, c'est des CAPEX. On est en train d'investir sur un territoire avec des gens qui viennent installer des panneaux photovoltaïques. Et donc tout ça, c'est que des CAPEX. Alors qu'aujourd'hui, on paye à des pays étrangers qui ne sont pas toujours des alliés de l'énergie très chère et qu'on paye en continu. Et le troisième sujet, c'est de se rappeler de combien on parle et de mettre ça au regard du marché. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Si on prend l'acier, par exemple, le coût de l'acier décarboné, on est entre 200 à 400 euros la tonne d'acier. Donc, si vous m'avez écouté tout à l'heure, 200 à 400 euros sur une voiture. Quand vous êtes en train de choisir une nouvelle voiture et que vous choisissez la peinture métallisée, eh ben, je peux vous assurer que la peinture métallisée, elle coûte bien plus cher que l'acier décarboné. Et on est juste en train de parler d'une peinture métallisée. Donc voilà, c'est aussi pour moi des enjeux de regard de prix. Évidemment qu'il y a des enjeux de pouvoir d'achat et il faut qu'on y réfléchisse. Mais il y a des marchés qui peuvent aussi intégrer ces éléments-là. Et je pense que ça, c'est aussi un élément de réflexion à avoir. Merci beaucoup, Christelle Verquin. On vous laisse conclure. Il y a
leviers qui ont été abordés. Mais... Oui, alors il y en a certains, effectivement, je ne vais pas revenir dessus parce que je suis tout à fait d'accord. Donc un des points à garder à l'esprit, c'est qu'il y a quand même en France un potentiel de 10 gigawatts de capacité d'électrolyse d'ici 2035. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets de production d'hydrogène qui sont dans le pipe. Donc le vrai sujet, c'est effectivement comment ils trouvent leur marché. Donc sur les leviers à actionner pour trouver les marchés, il y en a plusieurs, mais certains ont déjà été évoqués. Le coût d'accès à l'électricité. Donc, encore une fois, ce sont des mesures de contractualisation ou de régulation, notamment à la maille européenne, dans les détails dans lesquels je vais pas rentrer, je vous rassure tout de suite. Il y a la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone pour la France, puisque c'est un des sujets clés. On a, je l'ai dit, un mix électrique décarboné. C'est l'occasion pour nous de produire de l'hydrogène par électrolyse. Il faut que cet hydrogène qui s'appuie sur notre capacité nucléaire puisse être reconnu dans la régulation, et c'est pour ça que j'évoquais le cadre régulatoire aussi plus tôt, donc là on y arrive. Et après il y a un sujet sur les marchés pilotes, c'est-à-dire comment le surcoût qui est inévitable de cet hydrogène renouvelable ou bas carbone s'applique et à quel bon niveau de la chaîne finalement jusqu'au consommateur final on l'applique. Et sur l'acier vert dans l'automobile, on l'a dit, sur le consommateur final, cet acier vert il va coûter vraiment peanuts par rapport au coût de la voiture. Dans l'engrais vert, on a aussi identifier un certain nombre de leviers. Donc on appelle ça les marchés pilotes. C'est un travail qu'on mène avec le niveau européen et qui est très important. Et enfin, un dernier point sur les carburants de synthèse dans l'aérien. Il y a un enjeu de protection des compagnies aériennes européennes par rapport à une concurrence internationale. C'est-à-dire que quand on met une régulation très forte de décarbonation avec des carburants de synthèse à partir d'hydrogène sur les compagnies européennes, il faut que dans la concurrence internationale avec d'autres compagnies hors UE, il puisse y avoir on dit level playing field en anglais, en français, un terrain de jeu commun. Merci beaucoup pour tous ces leviers et ces indications. Moi, je rajouterai un levier, mais ça sera peut-être l'objet de la table ronde l'année prochaine, c'est que, notamment sur les carburants de synthèse, pour en faire, il faut aussi développer une infrastructure sur du CO2, si possible biogénique. Donc voilà, donc ça complexifie encore l'équation. Là aussi, besoin de visibilité réglementaire en France et en Europe pour porter des projets et débloquer les investissements sur du long terme, parce que on parle à chaque fois d'au moins 1 milliard d'investissements par projet. Donc je pense qu'on en reparlera. Vous voulez rajouter quelque chose ? Juste un mot sur le CO2 biogénique, puisque justement en France, on a la chance d'en avoir. Et dans certains grands pays qui ont des projets pharaoniques de production de carburant de synthèse, on cherche toujours le CO2 biogénique. Voilà. Regardons de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. Merci encore beaucoup à tous les quatre. Désolée de ne pas avoir pu prendre de questions, mais j'espère qu'on a répondu sans le savoir à ceux que vous aviez. Merci à vous.